Et on va continuer à parler de la position qu'occupe aujourd'hui l'Algérie sur la scène internationale, la position algérienne qui est très respectée. Et on revient sur cet appel de Massaad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump. Il a donc appelé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. C'était à l'occasion de Eid al-Fitr, Kamal Mansawi. Et l'appel du 21 mars dernier s'inscrit justement dans la continuité de la visite de M. Boulos en Algérie en janvier dernier. Donc les deux pays sont dans une phase de consultation permanente, que ce soit sur les questions régionales, les questions internationales, ou bien sur le partenariat bilatéral. Sur la question internationale, on connaît très bien l'Algérie est un acteur et un observateur central dans la question du Sahara occidental, donc sa position est importante pour les États-Unis. Le fait de consulter l'Algérie devient un impératif, notamment quand on sait qu'actuellement les négociations sont en cours pour régler le différend entre le Maroc et le Polisario. Entre-temps, les deux pays entretiennent des relations économiques très importantes. L'Algérie est une source de sécurité énergétique et les États-Unis s'intéressent à développer davantage cette coopération dans le domaine énergétique, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la technologie. Et récemment, on a vu comment les États-Unis se sont impliqués dans le développement de certains segments en agriculture. Donc globalement, voici un petit peu les fondements et les raisons de cet appel. L'Algérie est toujours un interlocuteur à écouter, à entendre et justement à comprendre. Et sa voix n'est pas négligeable dans ce qui se produit actuellement, que ce soit au Moyen-Orient, dans le monde, ou bien y compris sur le plan régional, notamment dans la région du Maghreb. Nouad, rapidement, parce que je dois apporter un élément fondamental justement à cet appel téléphonique qui est singulier quand même, qui marque le seul appel que Boulos avait produit notamment dans la région. Non, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, aux yeux de Washington, Alger est un pays incontournable. D'abord, d'une part, tu l'as dit, par rapport à l'équation énergétique, mais surtout aussi par rapport à une relation fonctionnelle, opérationnelle aujourd'hui qui tire son essence d'un respect entre les deux pays, mais surtout aussi, Alger est perçu comme un pays utile à bien des égards. Donc ce qui nous apprend quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons l'utilité prévale à l'alignement, puisque l'Algérie, encore une fois, est, je dirais, audible de la part de Washington, sans pour autant se dissoudre dans ses priorités, comme certains pays le font. L'Algérie qui est donc une puissance de stabilité. Justement, le général d'armée Saïd Chengleha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a lancé un appel de vigilance, à plus de vigilance, en évoquant justement, Badis, la situation géopolitique actuelle. Il est très important en filigrane de comprendre que le chef d'état-major essaye, en fait, il est très explicite sur cet aspect, puisque les enjeux aujourd'hui sont très éloquents, notamment en matière d'insécurité. Il a rebondi effectivement sur les faits de guerre, notamment en Iran, sur les mutations aujourd'hui des guerres dites standards, traditionnelles, mais aussi des guerres de nouvelle génération. Mais ce qu'il est important à entendre aujourd'hui en tant que citoyen, c'est qu'un peuple qui comprend le moment international aujourd'hui, les enjeux, que ce soit les dangers, la fragilité, les dangers également que suscitent aujourd'hui ces guerres qui, en règle générale, rappelez-vous, en Iran, ont misé sur le peuple iranien pour déstabiliser un pays. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui comprend, qui est à la page, j'ai envie de vous dire, c'est un peuple aussi qui devient une composante de dissuasion de toute tentative d'agression ou d'hostilité extérieure. En d'autres mots, c'est une conscience collective qui n'est plus aujourd'hui de l'ordre d'un enjeu pédagogique, mais plutôt de, je dirais, une ressource stratégique nationale qu'il faudra asseoir, consolider à travers la société civile, une société civile plus forte, une société civile structurée, une société civile vent debout aux côtés de ces symboles de l'État pour, encore une fois, être le partenaire stratégique, comme le président de la République l'avait dit une fois, mais surtout aussi comme bouclier, rempart contre toute tentative de déstabilisation.
Et dernière information sur laquelle on revient dans l'essentiel de l'actualité, c'est Alger qui a abrité cette semaine le Global Tech Africa 2026, un événement continental qui avait pour slogan « Tous les réseaux, une seule convergence ». Faisal. Oui, c'est dans la continuité des bons événements que l'Algérie abrite, les événements africains. Il y avait les événements liés au commerce, notamment l'IATF, l'industrie pharmaceutique et également les startups. Cet événement est très très important parce qu'il s'agit de consolider la position de l'Algérie en tant que pôle d'excellence en matière de dialogue technologique. Et comme l'a rappelé le président Abdelmadjid Tebboune dans son discours, lu en son nom par M. le Premier ministre Sefer Rayeb, il s'agit aussi d'unifier l'espace africain, terrestre, maritime et spatial au sein d'une infrastructure de télécommunications souveraine et intégrée. La souveraineté numérique a été évoquée justement durant cette rencontre très importante qui a réuni plusieurs hauts responsables, mais également des experts en matière de télécommunications et d'intelligence artificielle et du numérique. Et il s'agit aussi d'accélérer le projet, on l'avait évoqué tout à l'heure en parlant des relations avec le Niger, le projet de la dorsale de fibre optique qui accompagne la transsaharienne, mais également sécuriser les câbles sous-marins qui lient le continent africain au reste du monde en matière de télécommunications et en matière d'échanges à travers Internet. Donc cette rencontre va étudier, fait des propositions pour justement consolider la souveraineté numérique de l'Afrique qui, elle, doit aussi être tout aussi importante que la souveraineté alimentaire ou la souveraineté sécuritaire. Merci Faisal, merci messieurs pour cette première partie. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'essentiel de l'actualité. Suite à l'œil d'Alger. Et dans l'œil d'Alger, retour ce soir sur une affaire qui n'en finit pas de secouer le football africain. Près de 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 disputée entre le Maroc et le Sénégal le 18 janvier 2026 à Rabat, la Confédération africaine de football décide de retirer la victoire pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert. Une décision très vite contestée par la Fédération sénégalaise de football qui a officiellement saisi le tribunal arbitral du sport. La question que l'on se pose réellement ce soir n'est pas de savoir qui a finalement gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, mais plutôt jusqu'où ira le Maroc pour redorer son blason et faire oublier au monde entier cette finale théâtrale et les nombreuses agressions subies par les supporters sénégalais sur place. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous depuis Dakar Madame Fatoumata Sy Savane, journaliste sportive sénégalaise. On attend qu'elle nous rejoigne donc dans quelques instants. Alors, en attendant qu'elle nous rejoigne, messieurs, peut-être un commentaire, Mahdi Rezar, c'est vers vous que je me tourne, un commentaire sur cette décision d'arracher cette victoire au Sénégal. C'est utopique. C'est utopique. Tout le monde, ça a été une sorte de sidération. Les gens ont cru que c'était un poisson du 1er avril, sauf qu'on était en mois de mars. On en a souri, tout le monde en a souri. Maintenant, pour gagner une compétition, il ne faut pas 11 bons joueurs, il faut 11 bons avocats. Voilà, c'est ça malheureusement ce qui se passe actuellement, c'est que les avocats ont pris le pas sur la performance physique et sportive. Donc c'est ça qui m'attriste. Après, moi j'ai une question qui me taraude. La CAF a décidé que le Maroc avait gagné la Coupe d'Afrique, pas de problème. Moi, je voudrais les noms des buteurs, parce qu'à ce qui paraît, ça a été gagné 3-0 sur tapis vert. Moi, je voudrais juste les noms des buteurs pour savoir qui a marqué pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, c'est guignolesque, malheureusement. Et la CAF, et je vous le dis, je le pense très sincèrement, la CAF est à revoir dans son mode de fonctionnement parce qu'elle est pourrie de l'intérieur, quoi. C'est devenu quelque chose où tout le monde se moque du continent africain sur le domaine footballistique par rapport à ça, parce que c'est des arrangements entre copains, c'est des arrangements entre amis qui font figure de copinage pour des services rendus à telle ou telle personne. Et c'est triste que l'Afrique soit dirigée de cette manière-là, que l'Afrique footballistique soit dirigée de cette manière-là. Il y a eu beaucoup d'histoires justement autour de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, il y a eu 18 supporters sénégalais qui ont été arrêtés. Ils sont actuellement incarcérés au Maroc. Et puis justement, il y a eu de nouveaux rebondissements dans leur affaire, puisque, tenez-vous bien, ils vont devoir repasser devant le tribunal de Rabat le 13 avril prochain. Il y a eu hier, il y a eu le 30 mars une audience.
et elle a été donc reportée. Le procès a été reporté au 13 avril et nous avons justement pu joindre l'avocat de ces 18 supporters en exclusivité donc pour Hebdo Show Algéria. Maître Patrick Kabou revient justement sur ce procès lors duquel ses clients se considèrent comme des otages. Regardez. Je rappelle, ils ont été auditionnés sans présence d'avocat, sans interprète, et que là, présenté devant le parquet sans avocat, sans interprète, au tribunal, il a fallu que, ça je le précise, que le vice-consul général du Sénégal s'improvise en interprète pour que le juge puisse comprendre les supporters sénégalais. Et c'est au 12 février que le juge s'est dit, mais tiens, donc vous ne comprenez pas le français ni l'arabe. Les supporters lui disent, écoutez, on vous le dit depuis le début. Et il y a interrogation sur le fait que comment ces PV, ces procès-verbaux-là ont pu être rédigés en arabe et mis dans la procédure. Vous savez, eux, ils croient que ce match de football-là devait rester un match de football et ne pas aller là où ça a atterri. Voilà, donc c'était l'avocat des 18 supporters sénégalais. Kamal Mansari, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre. C'est un procès qui finalement n'est pas équitable. Derrière un sentiment largement partagé selon lequel il s'agit d'une vengeance des autorités marocaines après la défaite face au Sénégal. Donc c'est un acte. Et en plus, c'est une prise d'otage pour marchander justement avec les autorités sénégalaises. Ce qui est important à relever, c'est que les familles et l'Organisation des droits de l'homme, le syndicat des droits de l'homme au Sénégal dénoncent les conditions carcérales dans lesquelles se trouvent les supporters sénégalais. Il y a en même temps, tel que l'avocat l'avait déclaré, c'est le déroulement du procès. Les Sénégalais, la plupart d'entre eux ne parlent ni français ni arabe, ils parlent wolof. Donc ils étaient obligés de trouver un interprète. Et pour pouvoir justement poser les questions ou entendre et les écouter, il fallait justement toute une gymnastique. Oui, exactement. Donc on ne les a pas écoutés. Et quand on revient à l'affaire, il y a 18... Comme vient de le dire leur avocat, ils ont dû attendre le 12 février. Absolument. Donc toute une période, ils l'ont passé sans audition, sans être entendus par un procureur ou un juge d'instruction. Donc c'est on voit un petit peu le mépris qui s'exprime à l'égard de ces supporters-là, comme s'ils n'existaient pas. Et en plus, qu'est-ce qu'elle révèle justement cette affaire? C'est que les 18 personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, certains d'entre eux ne se trouvaient même pas dans les gradins. Il y a 5 qui ne se trouvaient pas dans les gradins et d'autres ont été pris à partie et arrêtés parce qu'ils se trouvaient ils ont descendu justement pour célébrer avec les Sénégalais la victoire de leur équipe. Donc on voit un petit peu comment a été gérée cette affaire. Elle est bâclée par les autorités marocaines et les autorités marocaines, ils ont reporté l'appel du 16 au 30 et maintenant ils le reportent une fois. Pourquoi il y a eu parce qu'il y a eu déjà le premier verdict, c'était de 4 mois à 1 année à l'encontre des 18 détenus. Le parquet a fait appel. Pourquoi? C'est pour éviter que ces 18 détenus purgent leur peine au Sénégal telle qu'elle est stipulée dans l'accord de 2004 de coopération judiciaire entre le Maroc et le Sénégal. On voit un petit peu le mépris et surtout l'acharnement contre ces détenus. Alors se joint à nous justement depuis Dakar, Madame Fatoumata Assi Savane, donc journaliste sénégalaise. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous pour justement évoquer le cas donc, de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi cette affaire des 18 supporters sénégalais. Comment est-ce que le Sénégal et le gouvernement sénégalais accueillent ce nouveau report du procès des 18 supporters sénégalais? Juste désolée et scandalisée bien sûr par cette situation. Bien sûr, il y a des actions qui seront menées. On a un député très connu, Guy Marius Sagna, qui a promis d'organiser une marche pour donc dénoncer cette prise d'otage de nos 18 supporters
Et bien sûr, tout le Sénégal attend le président de la CAF, Motsepe, qui dit venir au Sénégal pour discuter. Je pense que le seul point dont on pourrait parler, ce serait de restituer déjà le trophée au Sénégal, mais également de parler de la situation de ces 18 supporters, puisqu'on n'a entendu ni Motsepe, ni le président de la CAF parler de cette prise d'otage, d'autant plus qu'on connaît l'importance des supporters dans un stade. Et je pense qu'aujourd'hui, sans les supporters, le football n'aurait même pas de spectacle, alors qu'ils sont partis en tant que patriotes, en tant que défenseurs de leur nation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment arbitraire de les garder en prison. C'est vraiment inadmissible pour des personnes civilisées, pour des États qui se disent amis. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc quand même a franchi un cap dans cette relation entre le Sénégal et le Maroc, bien sûr. Est-ce que vous pensez, Madame Fatoumatassi Savane, qu'à travers cette arrestation que l'on peut considérer d'arbitraire, le Maroc aujourd'hui méprise totalement, enfin, on voit plutôt un mépris de la part des autorités marocaines, surtout lorsqu'on sait que le Sénégal priorise la carte diplomatique pour le règlement de cette situation? Oui, parce que le Sénégal a toujours été diplomate depuis le début de cette situation-là, depuis que l'appel a été fait, depuis que les supporters ont été gardés plus de 2 semaines déjà. Le Premier ministre est parti là-bas. Certes, il a joué la carte de la diplomatie, de l'amitié, et il s'est même dit qu'il a tout donné, en tout cas sur le plan diplomatique, pour que la situation ne s'améliore pas. Et pour lui, c'est le Maroc actuellement qui n'est pas dans les, disons, dans le camp de la diplomatie, puisque le Maroc fait comme si de rien n'était. Le Maroc fait comme si les supporters n'étaient pas partis pour supporter juste, mais comme des criminels. On pense que ça, c'est vraiment inadmissible. Et aujourd'hui, ni le Sénégal, les populations, le gouvernement, tout le monde est juste choqué de voir la réaction de ces pays qu'on s'est dit toujours frères. Je pense que le football aujourd'hui est en train de gâcher beaucoup de choses entre les relations entre ces deux pays-là. Et c'est vraiment dommage puisque ce n'est que du foot, ce n'est que du sport. Et aujourd'hui, on pense qu'il serait vraiment préférable que ces supporters reviennent vers leur famille puisque c'était juste pour aller le temps d'une finale et ça fait déjà 2 mois qu'ils sont là-bas. Alors justement, le 30 mars, nous avons pu joindre Maître Patrick Kabou, donc avocat des 18 supporters sénégalais en exclusivité pour Hebdo Show Algérien. Il nous a expliqué que ce procès n'était pas équitable et qu'en plus des supporters sénégalais, la partie marocaine et la partie représentant la Confédération africaine de football devaient elle aussi être appelées à la barre. Je vous propose de l'écouter. On revient sur le plateau juste après pour en parler, Madame Savane. Dans le même article 308, dans un des alinéas de cet article 308, on nous dit que le fait de provoquer des cris pour perturber et autres un match de football est sanctionné pénalement. Mais on se rappelle tous que c'est l'entraîneur marocain qui, à sa conférence de presse d'avant-match, a appelé à ce qu'il y ait des cris. Et à l'intérieur du stade, on a des vidéos des gens qui distribuaient des sifflets. Il faut que toutes ces personnes-là, si on doit judiciariser le match de foot lors de la CAN, il faut que toutes ces personnes-là soient à la barre. Tous ceux qui ont eu à crier, à siffler, et les instigateurs, ceux qui ont demandé à ce que ça se fasse, ben, cet article 308 du pénal marocain dit que ces gens-là doivent être convoqués. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette procédure-là, on n'a que les supporters sénégalais, on n'a pas le stadier, on n'a pas l'organisateur, on n'a pas les instigateurs. Tout se résume à une poursuite contre les supporters sénégalais, ce qui n'est plus du pénal, mais ce qui est assez sélectif. Voilà donc Fatoumatassi Savane, ce n'est plus du pénal, c'est donc assez sélectif, pour reprendre les mots de Maître Patrick Kabou. Une réaction peut-être suite à ces propos, les supporters sénégalais ont été provoqués, pourtant ils sont les seuls à être jugés aujourd'hui.
Effectivement, Maître Kabou, que nous remercions énormément, nous avons une reconnaissance infinie envers lui et tout ce qu'il est en train de faire pour ses supporters du côté du Maroc, c'est vrai. Mais c'est comme il a dit, hein, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité est tellement partagée, puisqu'on a vu sur les images que même si les Sénégalais se sont défendus, il y avait eu des stadiers ou bien des gens, disons, appelés à gérer la sécurité, qui tiraient les Sénégalais vers le bas du terrain et qui les tapaient avec leurs armes à la main. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité, elle est partagée et que si on doit aller au fond des choses, il faudra également appeler tous ces acteurs marocains qui étaient dans le stade et qui devaient assurer la sécurité et qui ne s'est pas fait. Et il y en a encore et encore et encore. Et même la sécurité qui devait être à l'aéroport à Rabat, qui n'était pas là-bas, ils ont laissé comme ça les joueurs sénégalais, des joueurs à la dimension du monde, qui sont dans les plus grands clubs de ce monde-là, du foot. Et puis, on les a laissés comme ça à eux-mêmes dans une gare où il n'y avait que beaucoup de supporters et tout pouvait arriver. Quelqu'un pouvait faire quelque chose, je ne sais pas, d'inattendu ou bien d'inapproprié. Mais aujourd'hui, le Maroc ne voit que ces jeunes Sénégalais qui étaient partis pour supporter leur pays. Et je suis désolée, mais les supporters sénégalais ont toujours eu des comportements irréprochables. Ils ont nettoyé des stades au mondial, ils ont fait des fêtes, ils ont même eu des médailles, tellement ils sont des supporters irréprochables. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc sait que c'est vraiment un impair ce qui se passe et il faudra quand même reculer, parce que sinon, ce serait vraiment juste dommage pour tout le monde, dommage pour le Maroc, dommage pour le Sénégal, mais surtout pour le football, puisque les supporters sans le foot, c'est vraiment dommage. Ouais. Merci, Madame Fatoumata Assi Savane. Vous restez avec nous le temps de donner la parole à mon confrère Badis Rnissa. Badis Rnissa, c'est un camouflet aujourd'hui pour le Maroc, cette affaire. Le Maroc qui semble pourtant vouloir à tout prix incriminer les supporters sénégalais. Alors, il y a deux éléments dans ce dossier. D'abord, un élément qui a trait plus à la Coupe elle-même, donc la Coupe d'Afrique, tributaire bien évidemment d'une CAF sous pression du Maroc, gangrénée par une corruption profonde, a inventé cette décision de victoire en différé, donc sur tapis vert. Donc c'est historique, c'est singulier, mais en même temps c'est un marqueur notamment d'une mutation dans laquelle le Maroc s'isole davantage. Je m'explique. Le deuxième élément, pour finir cette idée, c'est l'élément des 18 supporters, ou dois-je dire les 18 otages, pour reprendre les mots forts notamment de leur avocat, sur lequel je partage, puisque la définition des mots est importante et le poids des mots est important. Rappelez-vous d'ailleurs pourquoi je parle d'otages, puisque d'ailleurs le temps nous a démontré effectivement que, rappelez-vous, sur ce même plateau, l'Hebdo Show, nous avions évoqué en exclusivité, en scoop, que ce n'était pas anodin, c'était un guet-apens notamment qui a été orchestré contre ses supporters, puisque l'avocat lui-même stipule qu'il y avait des agents de sécurité notamment, donc des autorités marocaines, qui ont, pour reprendre les mots, excité ou qui ont provoqué ces malheureux supporters. Et guet-apens, puisqu'effectivement nous avons vu une judiciarisation du sport à travers ce dossier pénal qui est devenu plus qu'une symbolique diplomatique pour le Maroc. Et oui, aujourd'hui, le Maroc, on peut dire qu'il a assassiné le foot africain, il a assassiné la magie de la CAN. Le Maroc, non seulement s'est isolé, ça on le savait pertinemment autour de cette table, il s'est isolé diplomatiquement, c'est un fait avéré. Aujourd'hui, il s'est isolé notamment par rapport au peuple africain. Ce qu'on entend en filigrane tout à l'heure, effectivement, par Madame la journaliste, mais aussi d'autres Africains avec qui on parle, avec des témoignages aussi. Aujourd'hui, l'Afrique se dresse contre, en fait, un tyran, contre un pays autoritaire qui ne daigne même pas de respecter le peuple africain. Donc on peut dire aujourd'hui, la seule victoire que je pourrais décrétée au Maroc, c'est celle de s'être isolé d'une manière magistrale, d'une manière caractérisée, encore une fois, face non pas à une coupe d'Afrique, puisqu'elle est cyclique, face à une crédibilité, face à une légitimité dans laquelle aujourd'hui il est loin, très loin, d'en apporter en tout cas la caution, encore moins la représentativité de l'Afrique. Donc oui, le Maroc, malheureusement, a tué la magie de la Coupe d'Afrique. Fatoumata Assi Savane, peut-être une question sur cette décision de la CAF de retirer donc la victoire du Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Est-ce que cette décision est une décision, est-ce éthique justement de revenir sur le résultat d'une compétition déjà jouée ?
vous en tant que journaliste Oui, mais sportif. vous le savez, hein, dans ce jury d'appel, il n'y a eu que des irrégularités, hein, on l'a dit. Ceux qui ont statué n'en avaient pas le droit. Le nombre n'avait pas atteint le quorum qu'il fallait pour prendre cette décision. Et aujourd'hui, je pense que la CAF est en train de reculer puisqu'on a entendu cette réaction du président Motsepe qui dit ne pas être au courant que le président de la fédération tunisienne était de la partie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà un aveu pour dire tout simplement que cette décision n'est pas légale, cette décision n'a pas eu son droit d'être. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que le tribunal arbitral du sport restitue le trophée au Sénégal. On s'attend également à ce que les choses redeviennent en tout cas plus justes, mais surtout qu'il y ait beaucoup plus de transparence à la Confédération africaine de football pour tout ce qui s'est passé. Et je crois que cette démonstration de force des Lions du Sénégal avec le trophée au Stade de France a fini par convaincre le président Motsepe que le Sénégal avait raison et que le Sénégal est bel et bien champion d'Afrique 2025. Faisal Mtawi, une réaction? Oui, Madame Fatoumata a raison, parce que cette décision, s'il s'agit d'une décision, est un festival de violation des formes au sein de la CAF. D'abord, l'affaire est au niveau du tribunal arbitral du sport, le TAS. Et comment Fouzi Larja, qui est président de la Fédération marocaine du football, comment il fait pression sur la CAF? Il possède un dossier d'audit qui a été élaboré par une agence égyptienne il y a quelques années, et donc ce rapport d'audit a tous les détails sur les détournements, sur la corruption au sein de la CAF, donc il fait pression. Et Mme Fatoumata a rappelé un détail très très important, parce que le jury d'appel au sein de la CAF doit être constitué de 9 membres. Or, il se trouve qu'il y a 4 membres qui ont statué sur la décision d'attribuer illégalement la Coupe d'Afrique au Maroc. Et parmi les membres, il y a le président de la fédération tunisienne, M. Nassali Mouaiz, qui ne doit pas siéger parce qu'il est membre du comité exécutif. Avant cette décision, il y a eu de curieuses décisions prises au sein de la CAF. Yassine Ousmane Robla, qui est le chef donc, des organes juridiques de la CAF, a été démis de ses fonctions 15 jours avant la réunion du jury d'appel sans être remplacé. Et aussi, vous avez le secrétaire général de la CAF, qui est Véron Mosengo Omba, qui ne doit plus être secrétaire général depuis octobre 2025, puisqu'il a atteint la limite d'âge. Donc vous voyez une succession de décisions qui ont abouti à cette curieuse décision. Et je pense que Patrice Motsepe, qui possède des investissements au Maroc, est en train de faire une marche arrière, puisque la presse internationale sportive a largement critiqué cette décision. Merci Faisal Mtawi. Merci à vous également, Madame Fatoumata Assi Savane. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. J'ai beaucoup d'amis en Algérie, je les salue tous. Je sais qu'ils vont me suivre. Alors je leur dis à tous beaucoup de belles choses. Hein. L'Algérie qui est un pays frère également, qui nous a beaucoup soutenus dans ce problème-là. On espère tout simplement que le football africain va se développer et aura plus de justice en tout cas, surtout sur le terrain. Merci beaucoup, à très bientôt j'espère. We together, on est ensemble madame. Alors messieurs, on va continuer avant de passer à notre dernier sujet, donc dernière partie, à savoir Face à l'info. Je voudrais que vous regardiez ce tweet de Kenneth Roth, grande figure du New York Times. Donc le tweet de Kenneth Roth, une réaction peut-être Kamal Mansari par rapport aux propos de l'ancien directeur général de Human Rights Watch. Oui, et puis c'est un excellent chroniqueur sur de nombreuses publications, New York Times, Guardian, donc il a une ossature très très appréciée, très crédible. Arriver à ce conclusion ou ce constat qu'il exprime à travers son tweet, c'est le fait de dire que justement, comment ce pays-là, qui est en train de vouloir instaurer ou réclamer qu'il y ait une démocratie dans des pays dans lesquels il intervient militairement, interdit à des citoyens ou à des étrangers, des ressortissants qui sont dans son pays de prendre des photos des événements qui se déroulent, notamment les bombardements iraniens et les cibles. Jusqu'à présent, il y a 25 ressortissants qui ont été arrêtés, ils sont en prison, la majorité sont asiatiques avec 4 Égyptiens, et on voit à quel point ce pays-là, qui veut se montrer comme étant un modèle de développement ou un modèle de transparence, n'est en fait qu'un château de cartes. Il s'écroule à la première menace, à la première défi auquel il fait face et qui épuisé, est en train d'interdire à tous
ceux qui veulent prendre des photos, même si parfois on prend des photos parce que c'est devenu quelque chose, un réflexe tout à fait anodin. Mais lui, il veut garder cette image parce que les photos et les vidéos montrent quoi? Que c'est un pays qui est en train de sombrer. Donc, sur le plan touristique, il n'attire plus. Cette volonté de vouloir faire en sorte à ce que rien ne se voit, c'est pour donner l'impression que tout va bien aux Émirats, que la situation est sous contrôle, alors qu'en réalité, on voit des vidéos où c'est le désert à Dubaï, c'est le désert dans les hôtels, c'est le désert dans cette réputée marina, et en plus, l'économie du pays est en train de péricliter en raison de la situation. Donc, on voit un régime qui veut donner l'impression que tout va bien, mais la réalité le rattrape. C'est un pays qui n'est plus sécurisé, qui n'est plus fiable et qui en réalité est devenu un pays où, presque factice, parce qu'il a été bâti sur des investissements enfin pas factices, mais en réalité qui ne tiennent pas face à la réalité du terrain, c'est-à-dire les menaces sécuritaires. Merci Kamal Mansari. Et puis une autre information peut-être que je juge importante et sur laquelle il faudrait revenir, Badis, c'est ces images des bourreaux sionistes qui, en plus de mener un génocide sans cesse depuis pratiquement 3 ans, et qui ils torturent aujourd'hui les jeunes Palestiniens à Gaza, les enfants, les nourrissons. On voit cette vidéo à l'écran. Un bébé a été torturé par les soldats sionistes, à peine âgé d'1 an. Il a été torturé afin de faire pression sur son père. Dans les bras de sa maman, le petit Jawed, 22 mois, porte sur son petit corps les séquelles de la barbarie sioniste. Les images sont atroces. Les traces de torture sont visibles sur la peau du petit garçon. Des brûlures de cigarettes et des trous causés par des objets contondants. Ces crimes ignobles ont été commis par les soldats sionistes qui ont interpellé Jawed et son papa à Gaza. Moi, ma femme, ma belle-fille et son père sommes allés récupérer le petit de chez le Croissant Rouge. Le petit était enroulé dans du cellophane. On a demandé la raison et nous ont répondu qu'il faisait froid. Sur son genou droit, il a une brûlure de cigarette et l'autre jambe lui a été perforée avec un objet contondant. La voix nouée et le cœur serré de voir les mutilations sur le corps de son bébé, la maman raconte sa douleur et garde les vêtements tachés de sang portés par Jawed lors de sa torture comme une preuve irréfutable de la sauvagerie et de la bestialité sioniste. Dès que je l'ai vu, je pensais que c'était des blessures dues à des éclats d'obus ou des balles. Mais quand j'ai su que c'était des traces de torture, j'ai été choquée. À quel point ils sont inhumains, torturer un enfant qui a 1 an et 10 mois de cette façon. Depuis octobre 2023, un génocide est en cours à Gaza. Mais au cœur de cette tragédie, un autre génocide y est perpétré, celui contre les enfants. Jawed et des centaines de milliers d'autres petits Palestiniens sont quotidiennement massacrés, torturés, mutilés, incarcérés, affamés. Et la liste des crimes de guerre contre l'humanité est longue, en attendant la fin de l'impunité des tortionnaires. C'est l'entité sioniste, c'est une entité sans foi ni loi, c'est une entité qui ne reconnaît pas le droit le plus élémentaire, à savoir le droit de la vie, encore moins la petite enfance. Elle est dans son rôle, notamment de génocidaire à bien des égards, mais surtout aussi avec toutes les options qui vont avec, malheureusement. C'est vrai qu'habituellement, on n'a pas la possibilité de documenter, puisque les enfants sont malheureusement déchiquetés, sont bombardés. Aujourd'hui, nous avons là la preuve d'une tragédie d'abord qui se trame aux yeux et au vu du monde entier, notamment y compris de l'ONU et la protection de l'enfance, mais surtout aussi un drame dans lequel nous restons impuissants, puisque, encore une fois, l'entité sioniste, au moment où on parle, elle continue à bombarder malgré un pseudo-cessez-le-feu. Les soldats sionistes, si vous permettez, Badis, ont torturé cet enfant rapidement avec des bouts de cigarettes. Et c'est une entité oui, qui... on l'a vu dans les images, effectivement. Dans les images, cette entité n'hésite pas à assassiner, à tuer des enfants. À ce jour, il y a plus de 10 000 enfants tués à Gaza. Évidemment, les organisations internationales de droits de l'homme qui sont si promptes à dénoncer les violations par ailleurs dans le monde se taisent sur ce crime de guerre et cet assassinat de massif, notamment aussi de femmes enceintes et de femmes et de personnes âgées à Gaza. Il y a un autre élément aussi également, Nouad, qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un jalon, une dérive
une énième dérive, notamment l'antité-sioniste aujourd'hui, puisque une loi a été votée au Knesset qui autorise l'antité-sioniste à assassiner tout simplement les prisonniers. Déjà qu'ils n'avaient peu ou pas du tout de droits, notamment dans leur geôle, aujourd'hui ils ont un blanc-seing, ils ont quelque part institutionnalisé l'assassinat du Palestinien, à savoir le prisonnier. Puisqu'il faut rappeler que le prisonnier, quand bien même au sein des geôles, il n'est pas épargné, mais même quand il est libéré dans le cadre de négociations notamment, il est également assassiné par la suite. Donc, et cela me rappelle pourquoi je voulais en parler aussi, parce qu'on a des analogies, notamment en matière de colons. Rappelez-vous la France, sous Mitterrand notamment, ministre de la Justice, qui signait ces arrêts de mort, notamment en matière de guillotine, contre l'opinion publique à l'Hexagone. C'est pour dire qu'effectivement, il y a cette liberté affichée, notamment à assassiner l'autre, sous prétexte que la colonisation le permet. Et là, encore une fois, c'est une énième dérive sur laquelle nous devons nous dresser, puisque cela veut dire que demain, beaucoup de prisonniers palestiniens seront même pas jugés, seront assassinés sous prétexte, effectivement, qui contribue à être un danger envers les intérêts de l'entité sioniste. Merci Badi, c'est avec cette intervention, mesdames et messieurs, qu'on arrive à la fin de cette rubrique, à savoir l'œil d'Alger. Place tout de suite à Face à l'info.